J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, juriste, chroniqueuse sur CNews ou encore I24 News, essayiste après Racé, prix du livre politique, prix de la laïcité et prix littéraire des droits de l'homme en 2021. Rachel Kahn vient nous voir pour son nouvel essai intitulé Encore debout, la République à l'épreuve des mots aux éditions de l'Observatoire. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Clarica. L'occasion, comme toujours, de découvrir nos invités et ce, en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Rachel Kahn. Bonjour Cyril. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir bien sûr cette actualité qu'on va évoquer autour de votre livre. Mais puisque c'est l'ADN de cette émission, on va essayer de tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si parfois c'est indissociable. Et tout d'abord, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? Multiple. Exigeante et libre. Exigeante et libre. Eh bien, on va voir si ça colle avec votre personnalité J'espère. tout au long de cette émission. Alors, le début, toujours le début. Rachel Kahn, vous êtes née un 25 janvier à Tours, d'un père gambien, professeur d'anglais à l'université et d'une mère libraire française d'origine juive polonaise. On va bien comprendre pourquoi les mots ont une importance essentielle pour vous dans cette émission. Mais tout d'abord, quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? Alors c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance en réalité. Et vous l'avez rappelé, j'ai des parents qui viennent de 2 continents différents, avec 2 histoires fortes de l'humanité différentes. D'un côté la Shoah, de l'autre côté l'esclavage intra-africain et la colonisation. Et mes parents se sont rencontrés en France et j'ai vécu avec autour de moi beaucoup d'amour en réalité. De l'exigence parce que mon père est dans la tradition africaine, je crois, quelqu'un de très exigeant. Il l'est toujours d'ailleurs, avec les mots et cette bibliothèque qu'il nous a transmis. Mais j'ai vécu avec beaucoup d'amour et puis j'ai eu la chance aussi de vivre en connaissant mes grands-parents, dont l'un a été déporté d'Auschwitz et est resté 3 ans là-bas en camp et est revenu. Et en fait, c'est pas seulement lui, mais d'avoir à la table mon père avec son accent sénégalais et gambien et mon grand-père avec son accent yiddish. En fait, ça m'a appris les tonalités différentes de la langue française et comment ils pouvaient échanger avec des histoires différentes, rire avec des histoires différentes et s'aimer en français avec des histoires différentes. Et trouver des terrains d'entente, puisqu'il est toujours question de ça. Cela fait de vous quel genre de petite fille, Rachel Kahn? Une petite fille peut-être de temps en temps espiègle, mais assez sage au fond. Assez sage, assez qui respecte la parole de ses parents. Mais c'est vrai que j'avais un côté, dès le début, très artistique, où, enfant, lorsque j'avais 4-5 ans, je commençais à faire des imitations dans la cuisine, des personnes qui m'entouraient. Et puis, j'ai grandi aussi avec la danse classique très tôt, à 3 ans et demi, et ça m'a formée. Donc, je faisais mes spectacles de danse devant mes parents. Quand Votre j'étais enfant. famille, Ouais. c'est tellement entendu ce genre d'histoire, en effet, où les parents, la famille, les grands-parents sont souvent le premier public Exactement. de leurs enfants. Alors, vous l'avez dit, durant votre enfance, vous allez pratiquer bien sûr la danse classique et puis le théâtre, la musique. Vous êtes passionné de littérature. On comprend bien évidemment pourquoi, la transmission. Et vous allez finir par abandonner la danse classique qui vous passionne tant. Ouais. Il y a une vraie raison. Oui, ça a été un crève-cœur en réalité, parce que c'est vrai que la danse classique me passionnait et me passionne encore. C'est vrai que les ballets, la danse, cette manière de transmettre des histoires dans l'exigence du corps me passionne. Et c'est vrai que je faisais énormément de danse, 3-4 fois par semaine. Mais malheureusement, un jour, ma professeure de danse m'a avoué en fait que... comment dirais-je, que la danse contemporaine ou la danse moderne jazz, ça serait mieux pour moi. Et en fait, c'est plus tard
J'ai pas vraiment réalisé ce qu'elle m'a dit, mais c'est plus tard que j'ai compris qu'au fond, ma couleur de peau, mes cheveux, mon physique ne correspondaient pas à ce que la danse classique exigeait à l'époque, c'est-à-dire un corps de ballet homogène. Mais ça vous a suffi pour vous en écœurer? Ah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis exclue d'un endroit, moi, la danse, c'est la danse classique qui m'intéressait. C'était pas la danse hip-hop, c'était pas la danse moderne jazz, même si après j'ai pu en faire. Mais ce qui m'anime ce qui m'anime encore, c'est vraiment les pointes, c'est Gisèle, c'est la Chatte Blanche, c'est le Lac des Cygnes. Enfin, c'est tout ça. Donc cette rigueur aussi. Rachel Kahn. Absolument. La rigueur du classique. La rigueur du classique, la musique classique, parce que c'est vrai que lorsqu'on avait les cours de danse, on avait une pianiste en fait qui était avec nous, donc et on répétait à la barre sans cesse cet acharnement du corps pour avoir une esthétique puissante. Alors vous allez passer de l'esthétique, de la lenteur peut-être des pas, oui, vers quelque chose de plus rapide, puisque vous allez vous tourner vers l'athlétisme que vous pratiquez à haut niveau, en sprint, en triple saut au sein du club de l'athlétique 3 Tours. oui. Vous devenez championne de France d'athlétisme à plusieurs reprises, de 91 à 95. Qu'est-ce que ce sport vous procure? La quête du but, l'objectif, en quoi ça vous a aussi aidé dans la vie? Alors, c'est vrai que je suis passée au niveau du corps d'une esthétique à une autre esthétique, mais c'est un positionnement du corps entre la danse classique et l'athlétisme complètement opposé. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé l'athlétisme, et c'est ma professeure de sport en fait qui n'arrêtait pas depuis des années de me dire tu cours plus vite que les garçons, parce que je battais les garçons à l'école, donc vas-y, lance-toi dans le sprint. Et donc j'ai pratiqué ce sport où je me sentais très à l'aise et je me disais mais c'est incroyable de s'entraîner presque sans faire d'efforts. Après j'ai compris que les entraînements étaient extrêmement durs, mais ce que ça m'a procuré, c'était surtout de comprendre que l'ennemi, il est en nous-mêmes. L'ennemi, l'adversaire, il n'est pas à l'extérieur. Aujourd'hui, je sais qu'on est dans un moment politique où on pointe du doigt toujours l'autre et jamais soi, mais quand on est devant une ligne du 100 mètres, en fait, ses doutes, ses blessures, sa petite forme, son humeur un peu moindre, eh ben, c'est nous-mêmes. Et donc, on doit aller s'émanciper à chaque foulée pour pouvoir battre son propre record. Et ça, se challenger soi-même, ça m'a véritablement formée. Dans la continuité de votre évolution, Rachel Kahn, vous allez ensuite, puisque vous parlez finalement d'ennemis en soi, mais d'ennemis, oui. Vous allez étudier ensuite à l'université Panthéon-Assas, où vous obtenez un DESS en droit de l'homme et droit humanitaire, puis un DEA en droit international, ce qui fait de vous, du coup, une juriste en droit public international. Oui. Vous menez des travaux sur les droits fondamentaux et le principe de non-discrimination. Est-ce que finalement, ce début de vie observé au sein de votre famille, dans la société, vous donne cette envie d'aller l'éprouver? Complètement. Complètement, parce que finalement, je suis née dans une famille où personne ne se ressemble. Une maman très blanche, un papa très noir, un frère qui avait la même couleur de peau, mais qui était un garçon et moi une fille. Donc personne ne se ressemble. Et je l'ai compris plus tard. Et je crois que après, dans les différents milieux, que ce soit en danse classique, mais aussi à l'athlétisme, mais aussi à Assas, évidemment, j'étais toujours l'autre, j'étais toujours différente. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas simplement moi, que tout le monde est toujours l'autre et que tout le monde est différent. Et donc, c'est ce qui m'a donné en fait l'envie de me battre sur la question de la non-discrimination, mais avec ce que la France a apporté au monde, c'est-à-dire un ressort universaliste et humaniste. C'est-à-dire, quel que soit le motif de discrimination, on s'en fout. C'est d'être finalement main dans la main pour se battre contre toutes les formes de discrimination. Rachel Kahn, on va voir que vous allez avoir plusieurs vies, mais qui s'imbriquent de façon tout à fait parfaite, parce que dans cette continuité, par la suite, à 33 ans, vous allez intégrer le cabinet du président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, en tant que conseillère culture. Tout d'abord, comment vous arrivez là? Je sais que vous avez écrit des discours pour des personnalités politiques avec les fonctions de juriste que vous aviez, mais comment vous arrivez là? Comment dirais-je?
c'est presque sur un malentendu, comme dans le film, c'est sur un malentendu. En fait, j'ai travaillé, vous l'avez rappelé, sur la question du principe de non-discrimination. Et puis en DEA, j'ai fait des travaux de recherche sur les échanges internationaux, notamment l'OMC et les droits fondamentaux. Donc, ce qui concernait les droits de l'homme, évidemment, droit du travail, le droit à l'environnement sain et la question du libre-échange. Et je crois que mes travaux ont été relevés au sein des Verts, du parti à l'époque, les Verts politiques. J'ai commencé à écrire et puis un jour... je travaillais avec des élus verts au départ. Vous souhaitiez vous lancer en politique à ce moment-là, mais pas forcément. Oui. J'avais pas conscience. C'est simplement que ce que je défendais, c'était déjà ce que je défends aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait rire quand on me dit elle a changé Rachel, parce qu'en fait, je défends la même chose depuis que je suis petite. Donc bon. Et ensuite, mes travaux m'ont permis de travailler avec une élue qui était verte sur l'aménagement du territoire. Et puis, à un moment donné, il y avait un poste vacant sur la culture. Et j'ai tenté ma chance et j'ai écrit au cabinet du président et finalement ça s'est produit. Et surtout, j'ai tenté ma chance avant de réaliser mon cursus qui était profondément imprégné de la culture et de l'art. Et c'est ce qu'on va voir, Rachel Kahn, parce que dans cette lignée que j'évoquais de votre vie, vous êtes jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que l'art qui est finalement le départ dans votre carrière, cette envie de carrière artistique avec les fonctions qu'on vous donne. Vous avez envie certainement d'aller encore plus loin et vous allez alors entamer cette vie de comédienne au cinéma, à la télé, au théâtre, un rêve de gosse sans nul doute. Ça s'est fait par le biais de Dominique Besnéard qui va vous repérer. On vous voit alors dans des petits rôles à la télévision, une quinzaine de films au cinéma, au théâtre également, notamment dans Les monologues du vagin. Même Jean-Luc Godard va vous repérer. Oui. Jean-Luc Godard qui n'est pas le plus grand ami des Juifs. Non. Vous avez refusé ? J'ai pas refusé, j'ai laissé en suspens parce que je savais que c'était un vieux monsieur et c'est vrai que le rôle qu'il me proposait, c'était un rôle de méchante face à Traoré. Là, vous observez à ce moment-là des stéréotypes qui ne vous plaisent pas, dans lesquels on a tenté de vous mettre déjà auparavant. C'est ce qui fait que cela vous écœure de ce métier ? Oui, parce que être comédienne, moi c'est vrai que ma mère m'appelait Sarah Bernard quand j'étais petite, mais être comédienne, c'est être dans la peau d'un autre. On fait pas ce travail-là, on fait pas ce métier-là pour être soi et pour revenir à sa vie. On fait ce travail-là pour... c'est une liberté d'aller s'échapper... Je pense presque à Esther dans la Bible, c'est-à-dire d'aller vraiment se déguiser, mais profondément, pour offrir au monde un autre personnage. Et en fait, si c'est avoir un scénario où on veut exactement une personne comme moi dans la vie, mais c'est tuer le métier en réalité. Oui, ça n'a pas d'intérêt pour vous. Ben non, ça n'a absolument pas d'intérêt. Ça ne fait grandir personne. Et puis en plus, c'est pire que ça. C'est-à-dire que les stéréotypes, normalement, dans le cinéma, on dit souvent, et aux États-Unis, que le cinéma, c'est bigger than life, plus grand que la vie. Sauf que là, les rôles qui pouvaient arriver, notamment pour les femmes noires, eh ben, en fait, c'est des rôles de prostituées, de femmes de ménage, de nounous, alors même que, certes, les discriminations existent dans la société, mais qu'il y a aussi des avocates, des journalistes, des magistrates, des policiers, des policières. Il y a autre chose. Et c'est dommage que sur une couleur de peau et via l'art, on revienne à cette assignation. Et en plus, ça ne fait pas progresser justement la lutte contre les discriminations. Et donc, vous allez participer à un ouvrage qui s'intitule « Noir n'est pas mon métier ». Vous allez publier un premier essai qui s'intitule « Racé » et qui critique notamment la pensée décoloniale, sorti en 2021 aux éditions de l'Observatoire. Ce livre que j'évoquais, prix du livre politique, prix national de la laïcité et prix des droits de l'homme. J'imagine que c'est via ce biais
que la presse vous repère, que vous devenez éditorialiste, que les médias vous ouvrent ses portes, notamment i24 News, comme je l'évoquais, ou encore l'émission de Laurence Ferrari. Dans la suite logique de vos réflexions sur ces nouvelles formes d'intolérance également, Rachel Kahn, puisqu'on vous a beaucoup entendu parler, prendre de nombreuses défenses, notamment pour Israël, on va y arriver tranquillement mais sûrement. Et au regard donc du contexte international, vous sortez aujourd'hui ce livre, Encore debout, La République à l'épreuve des mots, aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre d'abord qui est un combat pour la République, il faut bien le dire, pour la réparer, avec un humanisme exacerbé, une vibrante, je dirais, plaidoirie en faveur des universalistes qui chérissent et défendent avec courage la laïcité, la fraternité, la liberté d'expression, l'humanisme et l'humour. Pour vous, ce sont ces mots-là qui tiennent encore la République debout. Oui, et c'est ces mots-là qu'il faut chérir et mettre à l'épreuve, enfin en tout cas, et mettre en œuvre plutôt. C'est ces mots-là qu'il faut habiter, qu'il faut incarner. Nous incarnons les mots, nous sommes la maison de ces mots. Si on ne vit pas ces mots, eh bien, ils vont disparaître. Et sans les mots, c'est notre démocratie qui disparaît. Rachel Kahn, si vous mettez ces mots en lumière aujourd'hui, c'est dire aussi que nous avons un problème avec ces mots qui ne sont pas respectés. Absolument. Ces mots sont harcelés. On parle beaucoup de harcèlement professionnel, harcèlement à l'école. La première personne morale qui est harcelée aujourd'hui, c'est notre République. Et les professeurs ? Bien sûr. En fait, les professeurs, les hussards noirs de la République étant en première ligne, forcément, les professeurs et puis tous les représentants de nos institutions, nos élus, alors, au niveau national, mais aussi les maires, je pense très fortement à eux aujourd'hui qui ont à gérer un contexte territorial très compliqué, l'ensemble des personnes dans les institutions, la police, le personnel hospitalier, etc., etc. Vous démarrez ce livre en disant que la République est debout malgré tout, malgré Ilan Halimi, malgré Sarah Halimi et tant d'autres tués parce que juifs. Vous évoquez tous les attentats, les assassinats de nos professeurs avec le courage de l'officier de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui vous obsède ? Il m'obsède. Pourquoi ? Pardon, je suis un peu émue. Parce que Arnaud Beltrame, pour moi, ce qu'il a fait, c'est-à-dire en fait donner sa vie pour protéger une de nos compatriotes, c'est un acte héroïque. C'est un acte qu'il faut se rappeler quasiment chaque jour, que des personnes qui sont en mission pour notre République, pour défendre notre pays, sont prêtes à donner leur vie face au terrorisme islamiste pour permettre à d'autres de vivre leur propre récit, de continuer à vivre en tant que citoyens. Rachel Kahn, est-ce que le problème, puisque vous dites à un moment donné que vous dites cette phrase, il prouve, ces mots évoqués, que nous ne sommes un peuple ni ethnique, ni religieux, ni racial, mais bien politique. Il est là notre pacte, notre contrat, notre avenir. Est-ce que, je vais poser la question d'une autre manière, est-ce que le problème aujourd'hui finalement, il vient de la politique qui semble un peu larguée malgré tout, ou du peuple? Est-ce que c'est un problème de trop de culture qui peine à se mélanger avec une politique qui s'adapte sur un terrain inadapté à la situation? Ou est-ce que c'est l'inverse? En somme, est-ce à nous de nous adapter à la politique ou l'inverse? Excellente question. La question, c'est la question du livre, Encore debout. Est-ce que nos politiques sont à la hauteur du contexte? Et est-ce que nos politiques sont à la hauteur de nos morts? Voilà. Je ne pense pas. Et la deuxième partie de votre question, elle répond finalement. À partir du moment où nos politiques regardent plutôt finalement quels vont être leurs électeurs pour pouvoir agir, eh ben la République n'est pas défendue. En fait, ils prennent le problème à l'envers. Donc, forcément, c'est à la société civile aujourd'hui, et c'est ce que je fais finalement, c'est à la société civile de parler, de se défendre, de ne rien laisser passer, alors même que normalement, ça devrait être aux politiques de se tenir encore plus debout que l'ensemble des autres citoyens pour pouvoir les protéger.
Vous avez dit les mots suivants au micro de mon collègue Steve Nadjar. Nous n'avons pas su protéger cette République. On détourne le regard, on a des mots qui ne sont pas des mots assez puissants pour engranger une action véritable. Il ne faut rien laisser passer. Je m'arrête sur on détourne le regard. Alors, je ne sais pas, mais on ménage la chèvre et le chou. On le sait, en haut lieu, pour éviter une guerre civile, des civilisations aussi, qui, on le voit, ont déjà du mal à cohabiter au Proche-Orient, entre juifs et arabes en Israël, mais aussi entre arabes dans les pays musulmans, en référence à l'Iran, entre la République islamique et son peuple. Les problématiques sont dites, Rachel Kahn, on les connaît. La question qui se pose et que je vous pose, c'est est-ce que ce n'est pas du coup, sans doute, déjà trop tard ? Alors, tant qu'on est en vie, c'est pas trop tard. Mais c'est vrai que ça fait quand même 30 ans, 40 ans que des personnes ont tiré la sonnette d'alarme. C'est vrai que depuis Racé, qui était un cri du cœur, c'est-à-dire que je milite contre toutes les formes d'intolérance, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. Et parce que je le fais de manière universaliste, on me dit à moi que je suis clivante. C'est-à-dire qu'on me désarme alors même que je tente d'épouser au plus près nos fondamentaux républicains. En fait, on veut entacher, disqualifier, délégitimer toutes les personnes qui sont debout pour protéger cette République, puisque nos élus ne le font pas, puisqu'ils détournent le regard pour ne pas paraître comme clivants. Alors, ils sont assez intéressants parce que en campagne électorale, moi j'ai suivi des réunions de cabinet, des réunions de campagne. Il faut cliver à tout prix. Et quand vous avez des personnes au sein de la société civile qui sont debout pour nous réparer, mais de manière exigeante et très forte, nous réparer sans détourner le regard, nous réparer avec notre devise républicaine chevillée au corps, on est disqualifié et tellement peu soutenu. Et ça, c'est d'une lâcheté sans nom. On va continuer à parler avec vous, Merci. Rachel Kahn, dans cette émission pour votre nouvel essai Encore debout, la République à l'épreuve des mots aux éditions de l'Observatoire. Dans un instant, David Schweger et Corentin Le Guinadjar nous rejoignent pour l'égout culturel de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'Iran menace de réexaminer sa doctrine nucléaire en fonction de la riposte israélienne. La riposte israélienne contre Téhéran qui se fait toujours attendre, mais qui ne devrait pas intervenir avant Pessah, soit pas avant lundi prochain, d'après la chaîne américaine ABC. Des documents internes israéliens obtenus par le New York Times révèlent que l'assassinat d'un général iranien de haut rang à Damas le 1er avril était planifié depuis 2 mois. Néanmoins, Israël aurait mal calculé la force de la réponse de l'Iran. Le Hezbollah a revendiqué pour la 3e fois de la journée des tirs de missiles contre le nord d'Israël en début d'après-midi. En réponse, Tzahal a mené de nouvelles frappes aériennes dans le sud du Liban où 2 membres du groupe terroriste allié à l'Iran ont été éliminés. Hier, 14 soldats ont été blessés par des tirs du groupe terroriste contre le centre communautaire d'Aramisha. D'après les signalements palestiniens, l'armée israélienne se serait retirée des environs de la ville de Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza. Tzahal opère toujours en revanche dans le nord de la bande à Beit Hanoun. Le Hamas n'a pas renoncé à un cessez-le-feu complet dans le territoire palestinien et les négociations ne sont pas dans une impasse. C'est ce qu'a affirmé un haut responsable du groupe terroriste au journal saoudien Al-Sharq, enfin annulé par l'université de Lille. La conférence sur la Palestine où devait entre autres intervenir Jean-Luc Mélenchon ce soir n'aura finalement pas lieu dans une salle privée de la ville. Elle a une nouvelle fois été interdite, mais cette fois par la préfecture. Pour justifier sa décision, elle invoque notamment les risques de troubles à l'ordre public. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve un peu plus tard dans cette émission à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Rachel Kahn sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana
fait radiant. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J. Un million d'Israéliens recourent au service de Yad Sarah chaque année. Yad Sarah fournit gratuitement du matériel médical, des solutions de maintien à domicile et de transport médicalisé aux personnes âgées, aux survivants de la Shoah, aux handicapés, blessés de guerre et accidentés. Yad Sarah, la première ONG humanitaire d'Israël, est aujourd'hui un maillon social indispensable. Aidons ensemble Yad Sarah en faisant un don déductible de vos impôts. allodon.fr/yad-sarah-france. Serfa automatique. yadsarah.fr. yadsarah.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Rachel Kahn, pour son nouvel essai Encore debout, la République à l'épreuve des mots, aux éditions de l'Observatoire. Et cette grande question finalement, encore debout, mais jusqu'à quand, Rachel Kahn? Et voilà. C'est un cri du cœur. C'est un cri c'est un appel en fait, c'est un appel à tous les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, on est dans une guerre contre l'humanisme, on est dans une guerre contre l'universalisme, on est dans une guerre contre tout ce qui nous répare et tous nos piliers finalement fondamentaux. Cette citoyenneté, on est dans cette guerre-là et on a l'impression qu'on la mène pas véritablement, c'est-à-dire, et notamment nos représentants, nos élus normalement, qui sont censés être en première ligne, ne le sont pas. Donc si nous cédons, si nous négocions sur la laïcité, si nous négocions sur ce qu'est la liberté d'expression, l'humour, si nous négocions aussi sur des dogmes et un séparatisme qui nous tue, eh bien, on ne va pas tenir le bout encore très longtemps. Donc, j'aimerais bien être plus positive, mais là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut voir de différents comportements dans les universités, dans certaines associations, qui sont devenues le cheval de Troie, en fait, pour faire émerger cet antisémitisme depuis le 7 octobre et même avant, eh bien, on ne pourra plus rester debout longtemps. Donc c'est parce que justement nos représentants sont quand même à la traîne, eh bien, à nous de nous réveiller puissamment. Vous me faites la passerelle, Rachel Kahn, puisque vous dites, je le sais, qu'il faut réapprendre à notre jeunesse ce qu'est notre loi, puisqu'on le sait que tout passe par la jeunesse, par l'éducation, l'instruction. Le meeting organisé par l'association Libre Palestine, qui devait accueillir Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à l'université de Lille, où l'on pouvait notamment voir sur l'affiche de l'événement un logo niant l'État d'Israël, qui finalement a été annulé hier pour des raisons de sécurité. C'est dire l'absurdité du débat, mais c'est un point de vue personnel. Est-ce que vous trouvez que c'est alarmant de voir aujourd'hui les universités se transformer en meeting politique, en espace également de manifestations politiques? Oui, puis c'est une manipulation de l'esprit. C'est-à-dire qu'une université, c'est quelque chose de sacré. C'est comme l'école de la République, c'est sacré. Donc en fait, ça donne une qualification comme si ce qui se passe dans ces universités, c'est la vérité, c'est la pointe de la connaissance. Or là, en l'occurrence, tout est inversé. Cette cartographie qui a été mise sur cette affiche avec la disparition d'Israël, tout le monde savait le 7 octobre ce qui était en train de se passer. Tout le monde savait que c'était la disparition d'Israël et la disparition de l'ensemble des Juifs qui étaient visés. On a senti les choses monter progressivement, notamment par ces luttes dites antiracistes, intersectionnelles, etc., où l'antisémitisme est au centre des choses. Et je suis très bien placée pour le savoir. Mais là, c'est une honte absolue et il ne faut pas laisser faire et surtout ne pas se laisser intimider par cela. Vous vous rendez compte par rapport, parce qu'on est nombreux, en fait on n'en parle pas assez aussi, je crois qu'on est trop bien éduqués, on répond trop sagement, on est nombreux à avoir vécu notamment, on est nombreux à avoir entendu nos parents ou nos grands-parents qui ont
travaillé dans les kibboutz, qui ont fait fructifier cet État d'Israël après la Shoah, etc. Enfin, moi, ma mère, elle était en kibboutz, donc elle a planté les arbres, etc. D'ailleurs, c'est très étonnant pour les écologistes de vouloir rayer la carte d'Israël. C'est prendre peu en compte les questions environnementales qui ont été mises en place, et notamment par rapport à la gestion de l'eau. Mais c'est une méconnaissance totale. Et au fond, ce qui est en train de se passer dans les universités, c'est une colonisation idéologique. C'est une ingérence mentale. Et ça, c'est très grave. Normalement, on doit être des citoyens et des citoyens éclairés. C'est ce qu'on doit travailler à la fac. Et là, c'est l'inverse. En fait, ils travaillent en insufflant ces dogmes à ce qu'il y ait au sein des facs des citoyens diminués, et même pas véritablement des citoyens, des personnes qui ne pensent plus. Une masse qui est conditionnée pour aller voter pour des dogmes qui détruisent notre République. Je rappelle que ce meeting-là, il va finalement avoir lieu. Il va se tenir dans une salle de la ville et pas l'université, mais il se tiendra a priori vraiment. Tout comme Éric Nolot, dans son dernier ouvrage, vous élaborez une liste d'actions d'LFI qui ont participé à détruire, dites-vous, le modèle républicain. Oui, c'était un inventaire à la Trévert, mais j'ai certainement oublié des choses. Mais vous savez, pas le paradoxe, mais ce qui est personnellement et intimement, ce qui a été terrible, c'est que ce que j'ai pu vivre cet été avec l'invitation de Médine aux universités d'été, c'est comme si j'avais été préparée à ce qui allait advenir, en fait. Et avec Racé aussi. Parce que je sais que tous les problèmes, les choses que je peux vivre, et notamment le harcèlement en ligne, la disqualification, la calomnie, c'est simplement parce que ces personnes considèrent que ma peau leur appartient et que ma peau, c'est un bulletin de vote pour eux. Sauf qu'en fait, en tant que noire, justement, et puisqu'on est dans les fêtes de Pessar bientôt, et à la sortie de l'esclavage, en tant que noire et juive, je suis libre de voter pour qui je veux, et j'ai ma liberté de conscience, etc. Et effectivement, pour rejoindre Éric Nolot, on a eu... on peut faire cet inventaire à la Prévert, mais c'est un inventaire qui est douloureux de tout ce qui s'est passé, des insultes à Yael Braun-Pivet, la cible dans le dos à Ruth El-Krief, de dire que le Hamas, c'est un groupe de résistance, d'éjecter les femmes juives ou les femmes qui sont en soutien des otages dans les tunnels de la barbarie, qu'elles se fassent éjecter en fait des manifestations du 8 mars. Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'on a une liste, mais qui est... c'est horrible, parce que c'est presque comme une solution finale 2.0, cette liste. Rachel Kahn, vous parlez d'insultes. Rima Hassan vient de vous traiter de lâche et d'ordure sur Twitter. Pourquoi et comment ça vous fait réagir? Alors, déjà, c'est vrai que ça confirme le fait qu'on est en guerre pour préserver l'humanisme et l'universalisme. Est-ce que c'est moi qui suis véritablement attaquée, ou est-ce que c'est les idées que je défends qui sont attaquées? Après, c'est peu créatif, parce que après Dieudonné, après Médine, maintenant on a Rima Hassan. Ce que je sais, c'est que les Verts, par exemple, les écologistes, qui étaient à plus de 10% normalement aux élections européennes, depuis leurs accointances avec ce dogme-là, ils baissent considérablement dans les sondages. Après, ce qui me fait réagir, vous savez, j'ai commenté, et simplement on est le soir sur Twitter, mais je commentais une photo de Julien Baloul qui c'est pas une photo, une vidéo en fait de ce qui se passait à Gaza hier, où une partie de la population était à la plage, qui ne disait pas que l'ensemble des Gazaouis étaient à la plage, simplement qu'une partie y était. Et donc je commentais cette photo. Et en fait, le problème de ces personnes, c'est qu'elle n'a pas toléré le fait que je commente et que je dise qu'effectivement, il y avait une personne qui était sur la plage et qui faisait des pompes, et je disais qu'il
qu'il se préparait pour le Summer Body de cet été. Et c'est à partir de là où cette candidate aux élections européennes de la République française me traite d'ordure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans une stratégie victimaire, parce que c'est de la victimocratie, plus vous êtes victime, plus vous avez du pouvoir. Dans cette stratégie victimaire, le réel est une insulte. Dire le réel est une insulte. Dire que la police ne tue pas est une insulte. Je sais qu'il y a du racisme, mais la police, on n'est pas dans un état de racisme systémique. Dire que Israël, ce qui est fait aujourd'hui, c'est une réponse au 7 octobre, ce pogrom-là, donc ce n'est pas un génocide, c'est une insulte. Dire que Israël, c'est pas l'apartheid, vu qu'il y a toutes les couleurs de peau, toutes les origines différentes en Israël, pardon, mais il faut le souligner, il faut le rappeler, comme l'a fait Johan Sfar hier à votre place. Non, mais c'est-à-dire qu'Israël, personne n'a un grand-père du même endroit, personne ne se ressemble, personne n'a le même récit, la même histoire. Donc oui, l'apartheid en Israël, je veux bien qu'on m'explique, parce que voilà. En revanche, on peut parler de ce qui se passe dans les pays arabo-musulmans par rapport aux Noirs. On pourrait en parler aussi sur le réel de cette histoire de l'esclavage arabo-musulman, de ce qui peut se passer en Libye avec les migrants. On peut dire aussi que dans les territoires palestiniens, il y a un quartier qui s'appelle le quartier des esclaves. Ça, on peut en parler du réel. Mais le réel devient une offense. Et en fait, ce tweet de Rima Hassan, en fait, en réalité, c'est comme si elle souhaitait que les Gazaouis meurent, que les Gazaouis soient des victimes et soient tous morts, et que l'armée israélienne les tue de manière barbare, aussi barbare que l'a fait le Hamas. Malheureusement, l'armée israélienne est entourée de juristes, est une des armées les plus exigeantes par rapport aux droits de l'homme, droits humanitaires, et donc ça ne plaît pas à ce dogme qui veut vous faire croire que ils ont le monopole de la lutte contre le racisme et de la lutte contre toute cette barbarie, surtout lorsque ce sont les Juifs qui sont en face. Parce que quand ce sont les autres, ça ne les intéresse pas vraiment. Xavier Bertrand, président du Conseil régional des Hauts-de-France, a dit sur une antenne « N'allons pas croire que seuls les Juifs sont concernés. Ceux qui se sont livrés à ces massacres du 7 octobre peuvent aussi agir sur notre territoire. Ils l'ont fait de façon tout aussi sauvage, même si ce n'est pas avec la même ampleur. Le 7 octobre est un génocide, comme on ne pensait plus en connaître depuis la Shoah. Il faut bien voir qu'il faut tous se sentir concernés, faire rempart contre l'antisémitisme, c'est aussi faire cet acte de foi dans ce que sont nos valeurs universelles. C'est ça qui se joue en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Rachel Kahn ? 100% d'accord. Remettre les choses à l'endroit, peut-être ça serait bien que des personnes qui veulent accéder au pouvoir et notamment nous représenter au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, qui s'est construite après la Shoah, sur l'Europe de la paix après la Shoah, qui aujourd'hui, en fait, se révèle avec des propos totalement antisémites pour aller gagner des élections quand même sur un territoire qui est le territoire de la paix après la Shoah. C'est quand même démentiel. En tout cas, ce que dit Xavier Bertrand, j'y souscris totalement. Israël, c'est plus qu'un pays, on le sait. Israël, c'est un symbole, c'est le symbole de cette liberté, c'est le symbole de la reconstruction, c'est le symbole de la réparation, c'est le symbole de la démocratie, où personne n'est d'accord, mais où au fond tout le monde s'entend pour construire et pour élever nos humanités. Rachel Kahn, aujourd'hui on observe un déchaînement de violence sur notre territoire, avec tant d'exemples à donner qui tournent en boucle sur les chaînes d'information en continu. Un enchaînement, une recrudescence d'agressions de jeunes filles qui s'opposent au voile, ou encore des hommes qui boivent de l'alcool en période de fête musulmane et qui se font tuer. Un jeune homme qui a été battu à mort pour avoir échangé avec une jeune fille. L'islamisme est de plus en plus présent au cœur du territoire français. Le nier, c'est mentir à tout le monde. De la violence, des intimidations, du harcèlement. Quel regard vous portez sur la situation, et est-ce que vous pensez comme Johan Sfar, qui pour le coup lui parle d'Israël en disant que il y a des portes à ouvrir, il y a des échanges à avoir, et que comme en Israël les échanges se font malgré ce que l'on peut en penser, exactement, on peut aussi le faire ici, échanger, et que la culture peut aider. La culture est un maillon, plus qu'un maillon, c'est un pilier essentiel.
Je milite depuis des années, depuis que j'ai 20 ans, sur la question du développement durable. Et dans le développement durable, on parle souvent du pilier social, du pilier économique, du pilier environnemental, et on oublie la culture. Mais la culture, l'art, le travail de Johannes Farr, moi j'ai des artistes que je chéris, que j'adore, qui justement tentent de relier nos humanités et surtout de sortir de cette case ethnique, racialiste, raciste, avec cette histoire de voir le monde en noir et blanc, entre dominés et dominants, entre victimes et bourreaux. La vie est beaucoup plus complexe que ça. Et effectivement, le travail qu'a fait Israël est à bien des égards pour que ce peuple vive avec un territoire éperdument multiple, extrêmement différent. On se souvient à l'époque, et avec les Éthiopiens, ce que ça a pu être. Aujourd'hui, on voit ces personnes d'origine éthiopienne qui sont dans l'armée et qui défendent leur pays. Mais toutes ces histoires-là, c'est comme si on ne nous permettait pas de les raconter. Mais les artistes, pour moi, et je le répète à chaque fois, sont les législateurs de l'ombre. Si nous n'avons plus les artistes, nous ne pourrons plus grandir dans nos humanités. Et c'est ce que vous ferez vous-même le jeudi 23 mai à 20h, puisque vous allez lire Golda Meir à l'espace Rachi à l'occasion de Yom Ha'atzmaut. Donc l'espace Rachi, bien sûr, rue Broca, est en diffusion sur Internet. Je laisse le soin aux auditeurs d'aller s'y référer si le besoin y est sur les sites en vigueur. Dans cette partie d'émission, justement, c'est une autre passerelle. On va découvrir toute la culture que vous aimez, Rachel Kahn, ou qui pourrait même vous plaire. Tout de suite, on part au théâtre avec David Schweger. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Théâtre. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Rachel Kahn. Bonjour. Alors, j'aurais aimé vous faire plaisir, Rachel, en allant à l'Opéra Bastille voir et faire la recension de la sublime chorégraphie de La Belle au bois dormant de Rodolphe Nureyev, que vous nous aviez signalé comme faisant partie de vos désirs de sortie. Las, aucune date ne s'offrait à moi avant cette émotion, donc j'ai dû me mettre en quête d'une pièce susceptible de vous plaire, de vous donner envie, comme à nos auditeurs, d'aller au théâtre. Et j'ai donc suivi un sentiment, une intuition vous concernant, en considérant les nombreuses casquettes qui sont les vôtres, femmes politiques, autrices, actrices, responsables associatives, qui dessinent de vous le portrait d'une femme puissante et libre. Aussi, je vous propose de partir pour un voyage à la Comédie Française pour entendre la parole donnée par Claudine Galéa à 3 figures de femmes sublimes et universelles, justement, issues de la mythologie grecque et faisant le portrait revisité du héros homérique qui a bouleversé chacune de leur vie, Ulysse. Alors, parlez-nous plus précisément de cette pièce, David. Alors, la pièce s'appelle 3 fois Ulysse et se joue dans une mise en scène de Laetitia Guédon. Sont donc réunis pour ce triple portrait d'Ulysse, l'une des autrices phares de la scène publique actuelle, auteure en résidence au TNS jusqu'en 2023 et actuellement en résidence au Théâtre Nanterre-Amandier, Claudine Galéa, et l'une des metteuses en scène les plus en vue également de cette scène publique, riche d'un métissage singulier et en quête d'une esthétique indisciplinée où se mêlent en permanence les arts et en particulier le théâtre, la danse et la musique live. 3 fois Ulysse raconte 3 femmes qui ont croisé le chemin d'Ulysse à des épisodes différents de sa vie. Un héros constitué de sa rencontre avec elle. En 3 tableaux en lien avec l'une de ces 3 héroïnes, le spectacle interroge le rapport au temps, à la relation dans le couple, à la violence, à la séparation et à la solitude. Des chants traversant les âges, interprétés par un chœur, insufflent à la pièce la dimension d'un oratorio profane. Dans la première partie, Troie vient de tomber, mise à sac, incendiée, pillée. Il n'y reste que les femmes illustres de la cité offertes en trophée aux vainqueurs. Arrivé au crépuscule de sa vie, ne pouvant plus enfanter, Écube est donné au jeune Ulysse victorieux. Le héros aux 1000 ruses n'en est pas moins un guerrier violent, un des responsables du massacre de tous ses enfants, et Écube le mettra face à sa violence avant qu'il ne parte pour son long voyage. Dans la seconde partie, on retrouve Ulysse dans la grotte de Calypso. Il doit se résoudre, comme avec Circé, à mettre fin aux 7 années partagées avec elle et rentrer chez lui à Ithaque. Une séparation qui met en jeu un déracinement que même l'amour inconditionnel ne peut combler. Enfin, dans la troisième partie, Ulysse est rentré à Ithaque à force d'entendre
d'attendre le retour de son époux, Pénélope est restée figée dans son âge, dans sa jeunesse. Ses 20 années de solitude l'ont rendue mutique mais avide d'horizon et prête à affirmer son destin. En rédigeant cette pièce, en donnant la parole à ces 3 femmes mystérieuses et sublimes, ces femmes mythiques, Claudine Galéa a tenu à juste titre à combler le vide laissé par Homère dans son épopée, le manque de paroles laissées dans son texte à ces femmes qui pourtant ont tant participé d'une manière ou d'une autre au destin de ce héros auquel pourtant on attribue tous les mérites. Et c'est un pari plutôt réussi. Et la mise en scène alors, David Schweger? Oui, Cyrielle, car la beauté troublante de ce spectacle, imprégné d'une atmosphère religieuse à la manière d'un mystère antique, doit beaucoup à l'esthétique léchée de la mise en scène de Laetitia Guédon. La scénographie de Charles Chauvet offre habilement au spectateur la vue d'une manière de squelette de cheval de Troie, aux côtés duquel Hécube peut dire toute sa rage contre les Grecs. Retournée durant le spectacle, cette tête devient mystérieuse grotte de Calypso, puis colline sur laquelle Pénélope attend le retour de l'aimé. La présence de l'excellent chœur, unique anti, très juste et précis, nimbe chacune des prises de parole d'une manière de traîne antique, ce chant de deuil dont est directement issue la tragédie. Ce qui donne à la pièce, magnifiquement éclairée d'un soleil mourant, une atmosphère quasi religieuse. À noter enfin se détachant entre toute la sublime performance de Clotilde Bézère, dont la réputation de comédienne n'est plus à faire, mais dont le monologue est un sommet d'art dramatique. En conclusion, David. Je recommande à nos auditeurs comme à Rachel d'aller voir le travail dans ce bel écrin du théâtre du Vieux Colombier, de cette excellente institution qu'est la Maison de Molière. Ils passeront un moment fort à écouter le destin d'Ulysse narré au féminin et découvriront la puissance de parole de ces femmes trop souvent oubliées par la littérature antique, auxquelles Claudine Galéa redonne sa dignité et son souffle. Merci beaucoup, David. Ça donne envie. Je rappelle que 3 fois Ulysse, une pièce de Claudine Galéa mise en scène par Laetitia Guédon au théâtre du Vieux Colombier de la Comédie Française, est jouée jusqu'au 8 mai. Merci beaucoup, David. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle, bonjour Rachel Kahn, enchanté. Bonjour. Alors on va poursuivre sur cette note plus légère, on va profiter de vous avoir avec nous aujourd'hui pour entamer un petit voyage dans votre univers culturel, c'est l'objectif de cette chronique. Et ce voyage, eh bien on va le commencer en musique avec non pas une, non pas 2, mais 3 voix. On appuie sur play. C'est là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là, au milieu du Flashback, nous sommes en avril 2023, c'est le début du printemps et du beau temps. Pourtant, ça n'empêche pas certains de s'enfermer dans leur studio d'enregistrement pendant toute la semaine. À l'intérieur, il y a Gaël Faye, Ben Mazué et Grand Corps Malade. 3 chanteurs, 3 copains aussi qui se sont décidés, après tant d'années passées à regarder les projets des uns des autres, à travailler enfin ensemble pour de vrai. Et leur défi, c'est d'enregistrer 7 morceaux sur cette semaine-là. Ils vont le relever très largement, et parmi ces 3-là, ils sortent un premier titre en septembre 2023, titre qu'on est en train d'écouter, qui s'appelle donc On a pris le temps. J'ai pris du temps pour mon métier, j'ai pris du temps pour mes chansons. Voilà comment ça commence, et c'est finalement une chanson qui reflète assez bien l'état d'esprit de ce trio, qui est parvenu à s'accorder un petit temps, chacun mettant en pause son emploi du temps respectif plus ou moins chargé au quotidien. Et au milieu de ça, on a comme une sorte de petit chrono au démarrage un peu stressant, on va pas se mentir, et puis ensuite un air assez berçant pour nous accompagner dans cette sorte de parenthèse, de déconnexion si j'ose dire. Parenthèse d'ailleurs avec beaucoup de questionnements sur le quotidien chargé, et puis la nécessité parfois de lâcher prise. Et justement, Rachel Kahn, les gens de la vie de tous les jours, est-ce qu'ils vous paraissent en manque de lâcher prise ? Moi, j'adore ces 3 artistes, grands artistes. Et effectivement, je trouve que on est tellement dans ce monde de bruit, dans ce monde d'informations en boucle, dans ce monde, il y a plus de jour, il y a plus de nuit, qu'on ne prend plus le temps de se lâcher prise. Et pourtant, on en a éperdument besoin. On va continuer dans vos goûts musicaux, Rachel Kahn, avec une autre voix de la chanson française. Un autre style, mais qui, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on sait, compte plusieurs musiques dans vos playlists. Rachel Kahn, c'est Benjamin Biolay, avec un titre sorti en avril 2016 qui s'appelle La Débandade. Ah oui. Bientôt, le plus tard ma douce. Bientôt, le plus tard mon cœur. Flashback,
On se retrouve cette fois à la fin des années 2000 et Benjamin Biolay est en Argentine pour une tournée. Assez surpris d'ailleurs par le succès qu'il rencontre là-bas, il prolonge la tournée sud-américaine d'une autre date, ce qui lui permet de découvrir un peu plus ce pays qu'il ne connaissait pas du tout auparavant. Et après ça, c'est le coup de foudre, il va y retourner plusieurs fois, professionnellement ou en vacances, ou même les deux. Et le voilà justement qui nous emmène en voyage à l'autre bout de l'Atlantique, c'est dans le célèbre quartier de Buenos Aires qui s'appelle Palermo Hollywood que Benjamin Biolay termine d'écrire son disque et ça lui inspirera d'ailleurs le nom de son album Palermo Hollywood qu'il sort, je le rappelle, en avril 2016. Dans cette chanson qu'on écoute qui s'appelle donc La Débandade, le crooner nous propose une petite balade dans ces rues argentines avec des petits airs de tango et de bossa nova pour nous baigner un petit peu et même complètement en fait dans l'ambiance. On y retrouve beaucoup de mélancolie pour des paroles basées en gros sur les vertiges de l'amour. Biolay, avec sa voix chaude qu'on lui connaît, susurre à l'oreille d'une femme, sans doute sa bien-aimée, tout un tas de phrases poétiques pour lui exprimer tout ce qu'il ressent. Et parmi les clins d'œil à l'Argentine qu'il aime tant, ce Biolay, il y a déjà eu par le passé la chanson Buenos Aires dans son album à l'époque La Superbe en 2009, puis Vengancia en son album Vengeance en 2012. Mais ici, il est allé plus loin puisqu'il est allé jusqu'à travailler, pour la petite anecdote, avec des musiciens locaux, des Argentins, l'orchestre carrément de Buenos Aires et également l'orchestre de Paris. Un petit arrêt littéraire à présent dans ce voyage, Rachel Kahn, avec un livre de Sophie. Et alors, Sophie, le nom de famille, je ne suis pas sûre de pouvoir bien le prononcer. Sakhnine. Oui. Sophie Sakhnine qui remercie Elisabeth Badinter. Ouais. Merci Elisabeth Badinter, un livre qui va sortir la semaine prochaine officiellement le 24 avril aux éditions de l'Observatoire, mais que vous avez peut-être déjà pu lire en avant-première, Rachel Kahn. Non, je viens de le recevoir et c'est vrai que l'auteur a demandé à plein de personnalités des petits entretiens pour que nous puissions toutes et tous remercier Elisabeth Badinter. Donc j'ai pu participer en fait au début de ces entretiens et je viens de recevoir le livre. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir, d'autant que j'échange avec Elisabeth Badinter très régulièrement. C'est une femme qui vous inspire, on imagine, au quotidien, dans votre parcours de vie. C'est plus que de l'inspiration, c'est qu'elle est là, elle nous a offert un héritage précieux. Et cet héritage nous oblige, et comme elle est encore en vie, c'est bien de remercier les gens lorsqu'ils sont encore là. Merci beaucoup Rachel Kahn et merci beaucoup Corentin Le Guinadjar pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Tout de suite, c'est le journal de l'info sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'info avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. On ouvre ce journal sur une attaque au couteau en France. 2 fillettes de 6 et 11 ans ont été blessées à la sortie de leur école à Soufel-Weiersheim, dans le Bas-Rhin, en début d'après-midi. Les victimes ont été prises en charge par les secours en urgence relative. Un suspect a été interpellé. Le motif terroriste est pour l'heure écarté. Au Moyen-Orient, l'Iran menace de réexaminer sa doctrine nucléaire en fonction de la riposte israélienne. C'est ce qu'a déclaré un haut commandant des gardiens de la révolution à l'agence de presse iranienne Tasnim. Si Israël ose attaquer nos sites nucléaires, il est certain que nous riposterons, a-t-il ajouté. Mais la réponse israélienne se fait toujours attendre. Alors, 5 jours après l'attaque de Téhéran, où en est-on exactement, Pascal Sunshine? La chaîne américaine ABC, qui s'appuie sur une source américaine, indique qu'Israël ne devrait pas attaquer l'Iran avant la fin de la semaine de Pessah, ce qui voudrait dire donc pas avant le 30 avril, une opération que Benjamin Netanyahu aurait déjà reportée à 2 reprises depuis samedi soir. Selon une source égyptienne, cette fois citée par un média qatari, les États-Unis auraient donné leur feu vert à l'opération de Tsahal contre le Hamas à Rafah dans la bande de Gaza, à condition qu'Israël s'engage à une riposte limitée à l'attaque de l'Iran. L'administration américaine, comme les dirigeants européens qui tentent maintenant de contenir les risques d'escalade au Proche-Orient,
si une riposte israélienne devait entraîner une contre-attaque iranienne. Après Washington, l'UE a promis de renforcer et d'élargir les sanctions économiques de l'Iran à son programme d'armement de drones et tous font donc pression sur Israël pour qu'il limite l'ampleur de sa riposte s'il n'est plus possible de l'en dissuader totalement. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Sur le plan diplomatique, l'Union européenne a décidé hier d'imposer des sanctions contre l'Iran, sanctions contre les producteurs de drones et de missiles iraniens. Selon le président du Conseil européen, Charles Michel, nous voulions envoyer un message clair après l'attaque contre Israël, a-t-il déclaré à l'issue d'un sommet à Bruxelles qui a rassemblé les dirigeants des 27 pays membres de l'Union. Pendant ce temps, la guerre se poursuit à Gaza, notamment à Beit Hanoun, au nord du territoire palestinien. Une frappe aérienne a permis l'élimination de Youssef Rafik Ahmed Shabbat, en charge du renseignement militaire du Hamas au sein du bataillon Beit Hanoun. Sur le front nord, par ailleurs, le Hezbollah revendiquait pour la 3e fois de la journée des tirs de missiles contre Israël. C'était en début d'après-midi. En réponse, les avions de chasse de Tzahal ont attaqué des cibles du Hezbollah dans la région de Blida. Hier, 19 personnes ont été blessées, dont 14 soldats dans des frappes du groupe chiite contre le village bédouin d'Aramisha en Galilée. Après l'université de Lille, la préfecture du Nord interdit également la conférence pro-palestinienne de Jean-Luc Mélenchon. En conséquence, la France Insoumise dit avoir déposé auprès de la préfecture un rendez-vous pour un rassemblement public à 18h30 dans la rue Vannenecker, avec une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon contre la censure et pour la paix. Le parti dénonce un acharnement intolérable et, je cite, un précédent extrêmement grave pour notre démocratie. Enfin, Gabriel Attal a marqué ses 100 jours au poste de Premier ministre par un discours sur l'autorité. C'est donc sur le parvis de l'hôtel de ville de Viry-Châtillon, commune endeuillée par la mort du jeune Shemseddine, 15 ans, roué de coups à la sortie de son collège il y a 2 semaines, qu'il a choisi de prononcer son discours. Le Premier ministre qui a officiellement lancé la grande concertation sur la violence des adolescents, demandée par le président de la République. On l'écoute. Aujourd'hui, certains jeunes ont le sentiment que leur âge leur autorise tout. Ils croient que parce qu'ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, rien ne leur arrivera jamais. Chercher des excuses, ça n'a jamais réparé le traumatisme d'un jeune agressé. Ça n'a jamais amélioré le quotidien d'un quartier. Alors devant vous, je le dis, la culture de l'excuse, c'est fini. Il est temps d'ériger comme principe dans les familles, à l'école, dans la rue, une phrase simple: tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est précisément le sens des annonces que je viens faire devant vous aujourd'hui et de la grande concertation que nous lançons avec le président de la République dans les prochaines semaines. Le Premier ministre ce matin en déplacement à Viry-Châtillon. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une petite pause et on revient avec mes invités sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Rachel Kahn, pour son nouvel essai Encore debout, la République à l'épreuve des mots aux éditions de l'Observatoire. Et malheureusement, Rachel Kahn, l'actualité nous sert, puisque là, on vient d'entendre dans ce journal 2 fillettes légèrement blessées lors d'une agression au couteau près d'une école. Également, ces propos donnés par Etanit Belaïch de Gabriel Attal sur les violences des jeunes. Comment ça vous fait réagir ? C'est vrai que dans Encore debout, je ne parle que de cette violence.
évidemment, j'utilise les mots de l'extrême gauche, de l'extrême droite, mais aussi les mots qu'on entend depuis tant d'années, après chaque drame, après Charlie, après l'hypercachère, après Ilan Halimi, après le 7 octobre, des mots qui ne sont plus incarnés par des actions. Alors, Gabriel Attal, il a quand même eu des actions fortes, notamment quand il était ministre de l'Éducation. Il est là depuis pas longtemps. J'espère éperdument que ces mots vont être des tremplins pour l'action. Mais le problème, c'est que dans cette société, et ça fait longtemps qu'on alerte, moi j'avais remis un rapport au président de la République, les lumières à l'ère du numérique. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui drainent un climat en fait de violence où tout est possible, où il n'y a plus de loi, où il n'y a plus de règles, où on peut insulter comme ça, où on peut, même plus qu'insulter en fait, on peut terroriser des gens, et ces espaces-là sont des territoires perdus de la République numérique. Ça serait déjà en fait une bonne chose que l'État français protège l'ensemble de ses citoyens par rapport à cette violence-là. Parce que des réseaux sociaux jusque dans la rue, il n'y a qu'un pas. Et après, évidemment, puisque nous sommes en urgence attentat, c'est la même chose en fait sur les questions de laïcité. Notre loi fondamentale doit être respectée, et notamment au sein des écoles. Mais cette loi fondamentale n'est pas négociable. Donc c'est fini en fait de ménager la chèvre et le chou, etc. C'est ce qu'on a la sensation d'avoir entendu. Oui. Dans les mots de Gabriel Attal aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir action? C'est quand même je pense que difficile. mais là, on est au bord du... S'il n'y a pas d'action là... Nous sommes d'accord. Voilà. Et en plus, après, derrière, il y a les Jeux Olympiques, etc. Donc, je pense que là, on est au maximum de la dernière limite. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit cette émission avec l'introspection. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Rachel Kahn, Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » J'aimerais que nous fassions cela maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. La première est celle-ci. Si vous aviez la possibilité, Rachel Kahn, de reprendre votre vie depuis le tout début, que changeriez-vous? Je continuerai peut-être la danse classique. Qu'est-ce que je changerais? Peut-être que je serais plus travailleuse à l'école. J'ai commencé à travailler tard. Je me suis prise d'un amour fou pour le droit, et peut-être que je travaillerai plus sérieusement, notamment l'histoire que j'ai appris après. Mais ça, oui, je le changerais. Parce qu'en fait, pour grandir, on se rend pas compte de la chance que nous avons à l'école, d'avoir cette bibliothèque à la française, toutes ces formations-là. Et j'en avais pas pris conscience petite, assez, je trouve. Peut-être que la réponse est là, mais je vous la pose. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie? Ne jamais cesser d'ouvrir des livres pour se retrouver dans la vie des autres, et que cet enfant n'ait pas peur, comme le disait Finkielkraut, je crois, n'ait pas peur de vieillir dans les livres. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie? Et si oui, pourquoi? Ah si. Le plus bel âge, c'est quand j'ai commencé à savoir parler en public. À l'âge de 37 ans, je ne pouvais pas dire un mot avant. Et en fait, le théâtre, le cinéma m'ont aidé à prendre la parole en public. Avant, j'étais mutique, donc je pense que mes anciens collègues ont dû me prendre pour quelqu'un qui, je sais pas, était un peu à côté de la plaque, mais c'est simplement que j'étais terrorisée de prendre la parole. Tout s'imbrique. Y a-t-il eu une erreur réalisée dans votre vie, mais que vous avez résolue? Une erreur, oui, certainement plein. Oui, ne pas être petite, parce que ça n'aide pas les autres d'être petite. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, Rachel Kahn,
mais que vous ne faites pas? Ce que j'aimerais faire plus, c'est soutenir les artistes. Vraiment. Mais les soutenir, pas d'un point de vue financier, les soutenir d'un point de vue, je sais pas, d'accompagner leurs projets, de faire savoir leurs projets. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre culturelle et on parle trop peu des artistes qui ont un talent nécessaire pour notre pays. Il y a un collectif à monter avec Johannes Farr. Ouais. Une chose réalisée cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Ah oui. Enfin, réaliser, en tout cas, c'était une idée que j'ai eue lorsque j'ai rencontré. Je suis avec Karine Le Marchand aux Grosses Têtes, mais donc elle m'avait invitée pour participer à un documentaire et je lui ai dit, tu sais Karine, tu travailles beaucoup avec les paysans et les fermiers et en fait, je trouve que dans notre contexte, on aurait peut-être besoin de raconter cette histoire de France, qui est une histoire de fermiers, tous ces fermiers qui ont caché des Juifs pendant la guerre. Elle m'a dit, banco, on y va. Et donc maintenant, avec nos filles, Alia et Dora, elles sont en train de partir à la recherche des fermiers qui ont caché des Juifs pendant la guerre et qui ne se sont jamais exprimés. C'est un très beau projet. Ouais. Si je vous parle d'amour, Rachel Kahn, comment cela résonne en vous? L'amour, c'est la liberté. En fait, l'amour, pour moi, c'est ça. Si vous pouviez changer une chose, une seule, soit sur votre corps, soit sur votre personnalité. Ah, dis donc, c'est très intime comme interview. Alors, attendez. Je suis peut-être un peu trop... C'est au choix. Alors, la sensibilité. Si vous étiez présidente, Rachel Kahn, ou au mieux... Oui, ben ça va venir en 2027. On vous le souhaite. Merci. Ou au mieux ministre de la Culture. Oui. Allez savoir. Oui. La première mesure que vous prendriez? Ce serait de véritablement regarder ce qui se passe au niveau de la société civile et des associations. Il est impossible que l'argent public aille à des associations qui tuent la République. Pour terminer, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Mon rire. Merci Rachel Kahn. Merci à vous. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Clarica. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. On va découvrir ce single qu'on est en train de découvrir justement. Ce soir, je sors, annonciateur de la sortie de votre nouvel album qui sort demain. Il est intitulé Danse encore. On écoute et on revient. Je mets ma robe couleur de lune et sous son masque mon infortune part au combat. Ce soir la nuit est mon amant, je la dévore, la nuit me prend. Je cours un peu, j'étreins l'hiver, je croise un homme beau en impair, mon cœur se serre. Et si demain tout est fini, je m'en fous, ce soir je suis en vie, je suis en vie. Et je parle aux étoiles et je leur dis on va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Ce soir je sors. La peur qui gronde quand ça bascule en une seconde. En une seconde. La ville décalquée au Karcher, sur le pont des Arts il pleut fort. Des mouettes sans l'odeur de la mer. Salut de haut, un pigeon mort, je cours encore. Et oui, on court encore, ça c'est bien de le dire, chère Clarica. De quoi parle cet album Danse encore qui résonne, pardon de le dire, un peu beaucoup avec notre actualité en Israël, où notamment la rescapée du 7 octobre en Israël, Mia Shem, s'est fait tatouer We Will Dance Again. Oui, bah c'est une chanson un peu du chaos et du désespoir, de l'énergie du désespoir dans le chaos, et de se dire que
L'espace d'une nuit, on oublie, on met un voile sur la douleur du monde et puis on sort, on danse, on vibre, quoi. Même si on n'oublie pas que, voilà. Vous avez une très belle carrière, 30 ans de carrière, je crois, que vous allez, comment pourrais-je dire, célébrer. Oui, célébrer, c'est un peu pompeux, on va dire fêter. Fêter lors d'un concert à la Nouvelle Ève, ce sera le 5 juin, c'est complet. Ouais, donc il y a une cigale à l'automne. Ouais. Cigale, ce sera, si tout va bien, le 26 novembre précisément. Vous serez rapidement en tournée. Un mot sur votre carrière pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, voilà, c'est 9e album. Je sais pas quoi dire, c'est un parcours. J'ai fait beaucoup de scènes, j'écris depuis le départ. Cet album, pour la première fois, je l'ai composé aussi. Et j'ai la chance d'être là toujours en ayant traversé toutes les vagues, la mutation de la musique. Exactement. D'avoir un public qui est fidèle, qui se renouvelle aussi et qui grandit à sa guise, mais qui est toujours là. Comment la musique est arrivée dans votre vie ? J'aime beaucoup parler des démarrages, des débuts. Est-ce qu'il y a une transmission ou c'est une découverte ? Alors, il y a une transmission familiale parce que la musique a toujours été très présente, pas de manière professionnelle, mais on est une famille, on chantait beaucoup dans la voiture. Voilà, même pas mélomane, mais on chantait. C'était vraiment la chanson art populaire qu'on se transmettait. Et après, moi, mon premier moteur était pas très louable. Je voulais être une vedette. Moi, quand j'étais ado, voilà, je fantasmais. Je suis de la génération Sophie Marceau, donc j'imaginais qu'un producteur allait m'opérer. Donc j'ai commencé à me dire, je vais faire du cinéma. Donc je me suis inscrite à des cours de théâtre. C'était vraiment un fantasme. Voilà, on a trouvé l'insynchronicité, parce qu'on le sait dans cette émission maintenant. Il n'y a plus de secret. Et puis j'ai commencé des cours de théâtre et je me suis rendu compte que je les faisais pas pour les bonnes raisons. Et puis la chanson m'a rattrapée parce que je crois que c'était quelque chose de très familier. Et j'ai commencé, à écrire, Et puis je suis montée sur scène assez vite, j'ai eu cette chance-là et c'était parti. Je vous avoue tout, ma chanson préférée de l'album, c'est Manquer à quelqu'un quelque part. On écoute. Oui. Sur la plage de Trégastel, à Bruxelles, sur la Grand Place, sur le quai à Bonne Nouvelle, à l'hôtel du temps qui passe, manquer à quelqu'un quelque part. Dans le sanglot d'un arpège, au premier jour du printemps, sous la valse de la neige, sous la caresse du vent, manquer à quelqu'un quelque part, manquer à quelqu'un quelque part, manquer à quelqu'un quelque part sur le boulevard de nulle part, au fond d'une voie sans issue, quelque part au coin de la rue, sous le panneau des départs, dans la salle des pas perdus. Des grands soirs au jour sans fin, manquer à quelqu'un. Voilà, cette chanson que je trouve merveilleusement écrite. Tout est de vous, je crois savoir, Clarika. Oui. C'est la première fois que vous écrivez et composez votre album, qui est donc le 9e, on l'a bien compris. 10 compositions sur l'ensemble des 12 sont les vôtres. Qu'est-ce que vous avez mis de vous précisément dans cet album et ce que vous avez voulu dire ? En fait, je mets toujours beaucoup de moi. J'ai pas de chanson d'avance. Donc c'est vrai que quand un album arrive, je repars de rien. Et donc les albums correspondent à des moments de ma vie. Je me dis pas, je vais écrire un album sur telle thématique. J'écris des choses et puis quand les chansons, quand je suis convaincue, je garde les chansons et ça fait un album, ça fait un tout. Donc voilà, là c'est un album écrit dans une période, comme je disais tout à l'heure, compliquée, de chaos et en même temps de vie, parce que moi j'aime la vie et c'est ce mélange-là de choses assez intimes et puis aussi d'observation du monde, parce que c'est aussi un vecteur de ça, la chanson. Ça permet de parler des autres aussi, pas que de soi. On va découvrir Ferme les yeux. Je collerai des stickers sur les bleus de ton cœur. Je mettrai une robe à fleurs à tes chagrins. J'allumerai un grand feu, j'y jetterai l'eau des pleurs. Je sèmerai des paillettes sur ton chemin. J'achèterai un billet pour le Monténégro. Ferme les yeux,
qu'on continue de découvrir avec vous Clarica. Je le disais tout à l'heure, vous allez fêter cette année vos 30 ans de carrière avec un concert à la Nouvelle Ève le 5 juin, à la Cigale le 26 novembre et bien sûr la tournée. Ouais. Parlez-nous de cette tournée, comment c'est toujours pour moi c'est le meilleur moment parce que c'est tout rencontre. Est fait, voilà, puis les chansons sont écrites, on est soulagé d'un grand poids, voilà, et c'est un vrai terrain de jeu la scène pour moi depuis toujours et je crois que c'est pour ça que j'ai eu envie de faire la chanson. C'était déjà le vrai moteur, c'était la scène. Pour le coup, voilà, une équipe de musiciens, une scénographie. Enfin, on s'amuse beaucoup. C'est un beau moment de partage. Nombreux sur scène. On n'est pas beaucoup, on est 4 sur scène, mais par contre, ils sont tous multi-instrumentistes et pour le coup, on crée, ça va d'ambiance complètement déjantée à des choses beaucoup plus calmes et intimistes. Enfin voilà, là, je suis en plein dans les répétitions et j'ai hâte. Eh bien, on a hâte aussi. Est-ce que, pour dernière question, vous êtes produite, accompagnée, ou est-ce qu'il y a quand même un petit coup de pouce, parce que coup de cœur dit coup de pouce dans cette émission aussi, oui. à donner, un appel à faire? En tout cas, l'antenne est ouverte pour cela. Non, j'invite juste les gens à être curieux et à aller écouter l'album. Et s'ils connaissent pas, parce que moi je me définis comme une artiste en développement perpétuel, puisque toujours durable même, en développement durable plus exactement. Et moi en fait j'aime bien l'idée qu'on me découvre encore, donc soyez curieux, pas que pour moi d'ailleurs. Allez écouter des choses, pas que ce qu'on vous balance à la radio. Voilà, comme le dit Rachel Kahn, il faut être curieux des artistes. Clarica, alors CLARIKA pour les réseaux sociaux, et puis l'album sort demain. Donc on dit toujours bonne chance à minuit ce soir. Voilà, au moins ça c'est fait sur les plateformes, j'imagine, Deezer, Spotify et en physique dans les magasins. Merci beaucoup Clarica d'avoir été notre invitée sur l'antenne de Radio J. Allez, écoute-le bien, car la vie est plus belle chanson. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. L'émission n'est pas terminée, Rachel Kahn, puisque vous observez une dame à ma gauche. Oui. Prendre des notes. Très sévère. Eh bien, il s'agit de Judith Cohen-Solal, très minutieuse, plus que sévère, qui va débriefer en réalité ces minutes que nous avons passées ensemble avec un regard sur ce que nous nous sommes dit. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Rachel Kahn. Bonjour Judith. Enchantée. Alors d'abord, je dirais que j'ai trouvé l'exercice un peu compliqué dans tous les débuts parce que vous vous dévoilez très peu. Et on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup entendu parler de politique, de réalisation, de beaucoup de choses, d'actrices. Alors vous avez de nombreux visages, vraiment beaucoup, multiples. D'ailleurs, c'est un des mots que vous avez utilisé au début dans les 3 mots qui vous définissaient. Multiple, exigeante et libre. Alors oui, je trouve que ça se confirme durant toute l'émission. Oui, vous avez l'air d'être exigeante. D'ailleurs, je vous regardais, vous avez dit que j'avais l'air sévère et moi j'étais en train de vous regarder, je me suis dit, elle a l'air vachement décidée. C'est une relation miroir entre vous. Elle a l'air hyper décidée et tout. Puis bon, on sait bien que vous mâchez pas vos mots, ces mots dont vous dites qu'il faut les vivre. Ça, je trouve ça très intéressant, très original. Dire qu'il faut vivre les mots, sinon ils vont disparaître. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que les mots qui disparaissent emportent avec eux le sens qu'ils portent. Donc c'est vrai que dit comme ça, c'est très joliment dit. Et on comprend que c'est un vrai combat. Donc le combat des mots, et puis ce début un peu compliqué quand même, puisque vous étiez amoureuse de la danse. D'ailleurs, quand Cyrielle vous a demandé qu'est-ce que vous regrettiez, et si vous deviez refaire quelque chose, qu'est-ce que vous feriez? Vous avez dit, je reprendrais la danse classique. Et bon, après, vous avez dit, je travaillerai plus à l'école. Mais le premier élan, c'était, je reprendrai la danse classique. Ouais. J'ai entendu que on vous l'avait volée et que vous l'auriez bien reprise à ceux qui vous l'avaient volée. Vous m'avez fait penser à un film que je viens de voir sur Canal, donc qui a dû sortir il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Néné Superstar. Et c'est avec Maïwenn. Et c'est l'histoire d'une petite fille justement noire et qui rentre à l'école de l'opéra et tout le monde et les profs, il y a beaucoup de profs et notamment la directrice, bon je dévoile pas l'histoire, mais qui justement essaye de dire que non mais c'est pas fait pour elle, elle a des cuisses un peu trop fortes, ça serait peut-être mieux qu'elle aille faire du sport, voilà justement. Donc et puis bon finalement l'histoire est mieux on va dire, mais c'est toute une lutte
très forte. Et on voit bien de toute manière qu'il y a très peu de danseuses classiques de couleur. Et ça, on est bien en mesure de s'en apercevoir tout seul. Et j'entends bien qu'on vole des destins à des gens parce que les stéréotypes, les préjugés et bien d'autres choses l'emportent. Oui, et puis après, ça crée des frustrations qui sont malsaines pour la suite. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand vous dites je travaillerai plus à l'école, mais parce que d'une certaine manière, vous êtes passé de la danse classique à l'athlétisme. Ouais. Donc c'est toujours la question du corps qui est quand même mise en avant. Et j'ai l'impression qu'il y a après toute une bataille pour montrer que ça va, on n'est pas qu'un corps, c'est parce qu'on est noir qu'on n'est qu'un corps. Ouais. Et donc on a un tas de choses à dire. Et cette espèce de préjugé, ce que j'appelle qui a l'air d'être positif, mais c'est formidable. Les Noirs ont un don, ils courent plus vite. D'ailleurs, vous avez dit je cours plus vite que les garçons. Mais ça, j'ai trouvé ça sympathique. Parce que peut-être que je courais plus vite parce que je suis juive. On ne sait pas. Ah bah ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, il y a quand même ce nageur, n'est-ce pas, qui nageait plus vite que les autres, qui a remporté les Jeux Olympiques, qui était à Auschwitz et qui revenant, n'est-ce pas, joué par notamment Amir. Exactement. Absolument, joué par Alfred Nakache. Et donc, voilà, finalement, vous n'avez peut-être pas tort. Non. Alors, évidemment, ça interroge cette double origine qui a l'air tellement compliqué. Je pense que j'ai l'impression que c'est ce qui est le plus compliqué. Vous avez accumulé, en fait. Donc, vous êtes et juive et noire. On vous le reproche, alors d'un côté, puis de l'autre, et puis des deux côtés. Et puis, vous n'avez pas le droit de parler au nom des Noirs ou des racisés, ce mot que vous n'aimez pas, moi non plus d'ailleurs. Et on vous renverrait au fait que, comme vous êtes juive, alors vous n'êtes pas vraiment, vous faites pas vraiment partie des opprimés, à croire que les Juifs n'ont pas été opprimés dans l'histoire. Je fais partie de l'apartheid, des afrikaners. Voilà. Donc je crois que oui, les pires, c'est ceux qui s'associent, c'est les collabos. Donc je pense que c'est quand même très compliqué et que si vous êtes la combattante que vous êtes, ça n'est pas par hasard. Parce que y a de quoi mener des combats pour arriver à se faire entendre, à se faire reconnaître. Et je comprends qu'à la fois c'est formidable tout ce que vous faites. En même temps, ça ne doit pas être si simple et que c'est l'histoire d'un combat. Et dans le même mouvement, je ne pourrais pas faire autrement. Ça serait me trahir. Oui, j'ai l'impression que, je dirais, puisque vous avez dit que jusqu'à l'âge de 37 ans, vous étiez silencieuse, vous ne pouvez pas parler en public. Je comprends qu'à un moment, pendant tout un temps, ça vous terrasse. Puis à un moment donné, vous prenez la parole, et là, du coup, c'est ça, on n'a pas le choix, c'est où on se tait, ou alors on combat. Une femme de couleuvre. Je me suis demandé à quel âge était revenu votre grand-père. Vous avez dit qu'il était revenu de... Oui, il était rescapé, il avait quel âge? Alors attendez, parce qu'il est né en 1911, il est revenu en 45, donc... Voilà. Faites le calcul. Parce que moi, il avait presque 37 ans. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, au fond. Donc, peut-être c'est ça. C'est joli. Pris la parole. Incroyable. Voilà. Donc, vous avez pris la parole pour lui, pour vous. Dans un moment du retour où c'était tellement dur de poser une parole. Et vous avez certainement combattu vous combattez pour tous ces gens-là. Et je comprends bien que vous soyez plus dans l'universel que dans un tas d'autres sectorisations mortifères. Merci beaucoup. Bravo Judith Cohen-Solal pour ce très très beau regard et parallèle pour le coup. Notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis avec bonheur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Rachel Kahn. Merci beaucoup d'être venue nous voir pour votre nouvel essai Encore debout la République. Encore debout la République à l'épreuve des mots. Merci beaucoup aux éditions de l'Observatoire. Rendez-vous après les fêtes de Pessard lundi 6 mai sur Radio J. Faudra battre le fer tant qu'il est chaud, parce que l'enfer c'est pas